Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo, votre récapitulatif de l'actualité de la semaine. Et cette semaine a d'ailleurs été pluvieuse. La Vendée a les pieds dans l'eau. Après les vents violents de la tempête Nice, place maintenant aux inondations. Partout en Vendée, la vigilance reste maximale. De nombreux cours d'eau et rivières sont sortis de leur lit pour envahir les champs et couper les routes aux quatre coins de la Vendée en ce milieu de semaine. Nos équipes sont alors allées à la rencontre des habitants dans 5 communes du département. Le réveil est difficile pour cet habitant de La Roche. En quelques heures, Lyon a envahi son jardin et menace désormais ses animaux. Il y a un risque, oui, bien sûr, parce que c'est pas des canards, donc elles ne savent pas nager. Et puis j'en ai perdu une il y a 2 jours, qui s'est retrouvée dans l'eau, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle avait de la place quand même pour se débattre. Oui, on a toujours peur, parce que j'ai connu en 94 que ça avait monté quand même 1 mètre de plus que ce qu'on a là. C'était venu jusqu'à ce niveau-là, là, donc c'était quand même 1 mètre au-dessus, c'était important. Quelques kilomètres plus loin, à Péau et Mouchamps, le paysage a totalement changé. La rivière du Lay est sortie de son lit et l'eau bloque l'accès à plusieurs habitations. Pour les riverains, impossible de circuler sans bottes. Ça avait commencé la semaine dernière, mais enfin il y avait passé 3-4 jours que le lait avait rebaissé. Mais là c'est l'effet du lâcher de barrage. Le petit lait, là, il est vraiment rempli de chez rempli et ça déborde, vous voyez, dans les champs aux alentours. Là, c'est assez conséquent. Actuellement, on est plus en entretien qu'au champ, car les champs sont impraticables, clairement impraticables. Nos chenilles sont montées sur certains accessoires, mais il faut vraiment patienter que les terrains s'égouttent, quoi. Sur les routes, la situation est tendue. Ce technicien intervient depuis l'aube à Mouchamps. Sa mission, barrer les axes dangereux et surveiller la montée des eaux pour éviter les accidents. On débouche les fossés, on fait en sorte que l'eau s'écoule, on ferme les routes qui sont inondées. C'est simplement pour la sécurité des administrés. Donc, et après, forcément, quand il y a des coups de vent, les arbres tombés, pour libérer les voiries. À Chantonnay, la nuit a été particulièrement agitée. Face au danger, la mairie a donc dû faire évacuer plusieurs familles en urgence. Notre rôle aujourd'hui, on a identifié les personnes qui ont souhaité rester. Et en fait, aujourd'hui, c'est de ne pas perdre le contact avec eux et à chaque fois, et que eux nous appellent dès qu'ils se sentent plus menacés. Si le vent s'est calmé, la pluie, elle, continue de tomber sur des sols déjà saturés. La vigilance reste donc de mise partout en Vendée. Les équipes de Vendéo ont redoublé d'efforts face aux crues. Chargées de produire et distribuer l'eau, le syndicat a travaillé jour et nuit pour limiter les risques. L'objectif était d'anticiper les débordements des barrages et gérer les crues avant qu'elles n'arrivent. Un travail en amont essentiel pour absorber au mieux l'eau des bassins versants lorsque les pluies s'intensifient. On a une cellule crise à l'intérieur de Vendéo qui travaille avec les cellules crise du département. Et cette cellule crise a, je dirais, comme expertise, comme histoire de travail sur la Vendée, en fonction des pluviométries, en fonction des capacités des sols à accepter cette pluviométrie, a tout un travail d'acculturation sur quelle va être l'intensité ou le volume d'une pluviométrie sur un bassin versant, quelle va être sa conséquence sur la retenue qui est en aval. Et donc, après cette analyse, on est en capacité de vidanger plus ou moins le barrage pour accepter la nouvelle pluviométrie et générer une crue qui est moindre ou atténuée sur les villes qui sont en aval. Donc, le barrage de Moulins-Papon, par exemple, est un bon exemple où on était sur des niveaux hivernaux de barrage bas. La pluviométrie est arrivée, même par anticipation, si vous voulez. On n'a pas pu arriver à vider le barrage complètement. D'abord, on ne vide jamais le barrage complètement. Mais cette crue est arrivée, a rempli le barrage et il arrive un moment où on est obligé malgré tout de rendre une partie de l'eau qui arrive dans ce barrage, sinon le barrage va rentrer en surverse. Et malgré tout, ces volumes qui sont renvoyés par le barrage provoquent une crue en aval sur la ville de La Roche-sur-Yon. Mais une crue qui est amoindrie par notre capacité à anticiper ces crues. Le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a condamné hier Fabien Gabory. Le président de la communauté de communes de Noirmoutier était poursuivi pour la location d'une ancienne cabane ostréicole en zone inondable utilisée pour des fêtes et des mariages. Il écope de 2 ans d'inéligibilité et de 60 000 € d'amende, dont la moitié avec sursis. Il dispose désormais de 10 jours pour faire appel.
C'est désormais officiel, le sénateur vendéen Bruno Retailleau est candidat à la présidentielle de 2027. Le président du parti Les Républicains l'a annoncé jeudi à ses troupes avant de l'officialiser publiquement dans la soirée. Reste à savoir désormais si une primaire en interne avec d'autres candidats de son parti ou un vote des adhérents LR renforcera la position de l'élu vendéen. Direction maintenant Saint-Hermine. Christelle Morancet, présidente de la région Pays de la Loire, est venue rencontrer des entrepreneurs vendéens prêts à franchir des frontières, des entreprises qui veulent exporter leur savoir-faire. La région muscle son accompagnement et parmi les nouveautés, Mon Assistant Export, un agent conversationnel basé sur l'IA, un outil pensé pour simplifier les démarches et ouvrir de nouveaux marchés. C'est aussi un levier de croissance pour nos entreprises, surtout dans un contexte national un peu tendu. Et puis ça s'inscrit dans l'accélérateur économique que la région a mis en place. L'export, ce n'est pas uniquement réservé aux grandes entreprises. Et là, autour de la table, on avait des entreprises de petite taille, des TPE ou des PME. Et l'objectif, c'était d'échanger avec elles, notamment sur les freins qu'elles peuvent rencontrer. On vous montrer pour faire découvrir l'ensemble des dispositifs. Le but, c'est de montrer qu'une société comme Interplume fait 85% du chiffre d'affaires à l'exportation. Et donc, sur cette journée du thème « Oser l'export », c'est d'expliquer qu'on peut trouver des facteurs de croissance au-delà en fait, de notre marché national. On exporte parce que le marché intérieur est trop limité. Et également, on exporte parce que c'est facteur de marge et qu'on va possiblement vendre plus cher ailleurs, avec un suivi et sur des produits qui sont fabriqués en France et qui sont du vrai made in France et pas du French washing. Je vous emmène à présent à Aizenay. Le lycée Colette Lebray vient de recevoir sa toute première fourchette du label Ici on cuisine. Une distinction lancée en 2025 par la région des Pays de la Loire pour valoriser les établissements engagés en faveur des circuits courts. Remise officiellement par la vice-présidente en charge de l'agriculture, cette première fourchette récompense le travail du chef Franck Balidas et de son équipe. Depuis 4 ans, il privilégie les produits locaux dans les assiettes des 450 lycéens. Ce qui est marrant, c'est que les élèves se reconnaissent quand on dit que c'est du bœuf de Couëc. J'habite Couëc, je connais la ferme et ça les attire. On a le port qui vient de Leger, c'est pas loin. Oui, tiens, je connais. Et c'est ça. C'est la provenance, la localité qui les marque plus que la nourriture. C'est ça qui est assez comique, c'est qu'ils se voient, ils voient la ferme et ils disent « Ah tiens, oui, je connais ». Donc j'en prends. Le label attribue donc une fourchette pour 30% de produits régionaux, 2 fourchettes pour 40% et enfin 50% de produits en provenance des Pays de la Loire permet d'octroyer une 3e fourchette. Par ailleurs, la question du gaspillage et du coût des repas reste des priorités. C'est juste la récompense d'un travail mené depuis l'ouverture de l'établissement. L'importance du côté éducatif, de l'accompagnement des jeunes dans ce temps de repos et de convivialité, mais au-delà que ça soit un temps de repos, ça doit avoir du bon, de la découverte et du beau, parce que c'est assez varié. L'important, c'est que ça valorise le travail des équipes en interne, l'équipe de cuisine, les agents qui y participent aussi, mais ça valorise aussi le travail qui est fait avec les producteurs locaux. On n'a aucune corrélation entre le nombre de fourchettes, le prix de la denrée et le prix du repas. Voilà, on pourrait dire, ceux qui sont à 3 fourchettes, ils ont un prix de la denrée au-dessus des autres et un prix du repas. C'est pas vrai. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut un prix denrée convenable pour rémunérer l'agriculteur, le producteur. Mais autour du prix repas, il y a le prix denrée, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute cette notion de gaspillage alimentaire et de portions, en fait, pour le lycéen et la lycéenne. Ce vendredi était donné le coup d'envoi de la 39e édition du circuit des plages vendéennes cyclistes. La 2e étape se poursuit ce samedi 14 février. Les cyclistes prendront le départ à Soulan pour un parcours de 149,4 km traversant la Rabatelière et Saint-André-Gouldois. Le programme et les détails avec Simon Philippot.
Le circuit des plages vendéennes est une épreuve élite nationale, c'est-à-dire le plus haut niveau du cyclisme amateur français, l'antichambre du cyclisme professionnel. De nombreux coureurs qui s'y sont illustrés, d'ailleurs, sont passés ensuite chez les pros. C'est le cas du vainqueur de l'édition 2025, l'Australien Matthew Fox, qui court désormais pour la formation belge Lotto Intermarché. Pour cette 39e édition, 24 équipes seront donc au départ. Nous retrouverons 2 formations vendéennes, le Vendée-U Priméo Énergie, avec notamment Lucas Menanto, le jeune pistard vendéen, et le team LMP La Roche Vendée Cyclisme, mais aussi l'équipe réserve de la formation professionnelle Groupama FDJ United, avec Johan Blanc, le vice-champion du monde U19, ou encore le Vélo Club Rouen 76, meilleure équipe de National 1 l'an passé, où nous retrouverons un certain Donovan Grondin, médaillé de bronze au JO de Tokyo. Ils vont s'affronter sur 6 étapes réparties sur 2 week-ends. La première se déroulera donc demain à Saint-Fulgent, puis ensuite ce sera Soulan, Saint-Paul-Montpény, Champ-Saint-Père, Saint-Urbain avec un contre-la-montre par équipe et enfin Compiègne le 22 février. Voici pour le programme de la course homme. On regarde maintenant le circuit des plages vendéennes féminin dont ce sera la 5e édition. Les épreuves se dérouleront en parallèle des épreuves hommes le 21 février à Saint-Urbain avec une étape classique et le lendemain le 22 février à Compiègne avec un contre-la-montre par équipe. 18 formations sont engagées sur l'épreuve femmes, avec notamment une formation vendéenne qui est l'une des meilleures équipes françaises, la Vendée féminine RVC, où l'on retrouve Sarah Pop, la championne de France 2024, ou encore Océane Guergen, victorieuse sur plusieurs belles épreuves l'an passé. Pour les femmes, le circuit des plages vendéennes est le premier rendez-vous de la saison, alors que du côté des hommes, certains ont déjà commencé à l'Essor Basque. Nous prenons maintenant la direction du zoo des Sables d'Olonne pour y rencontrer Sandrine Silol, directrice scientifique du parc et l'une des plus grandes spécialistes internationales des perroquets et plus particulièrement de l'ara de Buffon, une espèce extrêmement rare aujourd'hui menacée de disparition. Grégoire de Châtillon est allé à sa rencontre. Sandrine Silol est la référente mondiale du haras de Buffon, ce grand perroquet au plumage vert. Il se trouve que sa sous-espèce, le haras de Guayaquil, originaire de l'Équateur, est en danger critique d'extinction. Il n'en reste seulement qu'une quarantaine en liberté. Alors, la directrice adjointe du zoo des Sables d'Olonne a récemment participé à une aventure passionnante, la réintroduction d'un individu dans son milieu. C'est une concrétisation du travail qui a été réalisé depuis plus de 20 ans. On a énormément travaillé avec les associations que l'on a rencontrées là-bas. Il y a 20 ans, on a déjà posé les premiers jalons. Et maintenant, le fait de réintroduire un oiseau, c'est l'aboutissement d'un travail. Un aboutissement qui n'est pas totalement fini parce que l'idée, c'est quand même de conserver l'espèce et on ne sera heureux que lorsque l'espèce pourra perdurer dans cet environnement-là. Un environnement qui malheureusement subit une importante déforestation. Il y a un siècle, oui, il y en avait beaucoup, beaucoup plus. Maintenant, une quarantaine, c'est un reliquat. Le rêve ultime pour cet oiseau, c'est qu'on puisse réintroduire des individus du stubook européen et international et qu'on puisse renforcer la population d'Équateur pour qu'elle devienne une population stable. Une mission scientifique d'introduction, mais aussi d'observation. L'objet de ma mission là-bas était également de voir comment l'ara vivait dans la forêt tropicale humide et la forêt tropicale sèche. Vous pouvez venir voir les 5 haras de Buffon au zoo des Sables qui vient de rouvrir pour la saison. Et c'est la fin de l'hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez voir ou revoir l'ensemble de nos émissions et reportages sur notre site tvvendée.fr. Prochain point sur l'actualité, ce sera lundi matin avec la matinale de Florian Wozniak. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end sur TV Vendée.